Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Bienvenue à Sébastien. Nous avons le grand plaisir de t'accueillir et je te remercie d'avoir accepté cette invitation et cette interview. Bonjour à tous les 2 et bonjour à vous tous. Donc, Sébastien, vous le connaissez sûrement, c'est un entrepreneur accompli. Il est connu surtout, c'est le plus grand youtubeur, en tout cas, qui parle de sous-location et de location courte durée, notamment dans ses créations de conciergerie. Oui. Moi, voilà, je l'ai connu en 2019 parce que j'ai pris sa formation pour créer ma conciergerie que j'ai créée. Je vous expliquerai ensuite voilà, ce qu'il en a été pour moi. Voilà, en tout cas, on a voulu l'inviter sur cette chaîne pour vous parler parce que je vois que vous êtes très intéressé sur la location courte durée. Voilà, on avait pas mal de questions puisque c'est quand même une sommité dans son domaine. Euh, Sébastien, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Je suppose qu'ils te connaissent, mais voilà, juste un petit peu de ton parcours depuis le début de ton parcours entrepreneurial. Bah, déjà merci à vous 2 de m'avoir, reçu bien évidemment sur votre chaîne YouTube que j'ai pu regarder attentivement et c'est très intéressant. Donc bravo déjà aussi à vous, pour faire ce travail-là parce que je sais que ça représente beaucoup de travail et qu'il faut être, vraiment, impliqué dans ce qu'on fait. Il faut le faire surtout avec passion, quand on a une chaîne YouTube. Donc, pour moi, c'est super important. Donc, bah, qui je suis, tout simplement entrepreneur depuis tout gamin, puisque moi j'ai fait des études d'ingénieur en informatique, mais très vite je voulais entreprendre. Je voulais absolument pas travailler pour un patron, parce que j'avais plein d'idées. Et ce que je cherchais surtout, c'était ma liberté, pas forcément ma liberté de temps, mais ma liberté de pouvoir finalement faire ce que j'avais envie de faire. Moi, je suis assez créatif dans l'âme et j'aime créer des choses de mes propres mains. J'ai pas envie que quelqu'un me dise ah non non, on peut pas le faire pour tout un tas de raisons. Ça m'allait pas du tout. Et d'ailleurs, cette carrière d'informaticien, c'était aussi quelque part pour moi une façon d'être créatif justement dans différents programmes, etc. que je pouvais réaliser à l'époque. Donc finalement, l'aventure entrepreneuriale, pour moi, c'est juste un parcours de vie de dingue. Pour moi, c'est vraiment c'est toute ma vie, quoi, l'entrepreneuriat. Peu importe quel qu'il soit, en fait, finalement. Donc c'est vrai que je fais pas mal de choses. Donc j'ai eu des réussites, j'ai eu à un moment donné de ma vie un gros échec où j'ai été vraiment dans le mur et ça a été très violent. Et je me suis reconstruit, et pendant toute cette période-là, bah, il y a eu effectivement un parcours, immobilier. Il y a eu plein de choses, il y a eu un je me rappelle j'avais racheté un ancien Githème à l'époque que j'avais reconverti en surface commerciale au rez-de-chaussée. À l'étage, j'ai fait des appartements. J'avais fait construire un entrepôt aussi pour ma logistique. J'en avais racheté un autre que j'avais rénové. Enfin, j'ai eu tout un parcours aussi dans l'immobilier, mais plus, on va dire, commercial. Et puis, moi, mes premiers investissements locatifs, ça a été pas forcément les meilleurs, puisque, bah, notamment, je me rappelle, mon premier investissement, j'avais 25 ans, je crois, je devais être encore, non, j'étais plus salarié ou enfin, je sais plus exactement dans quel moment. Et je me rappelle, j'avais acheté un appartement en 2 Robiens. Enfin, ça a été renommé en 2 Robiens. À l'époque, c'était pas 2 Robiens, ça s'appelait, je sais plus comment. Bref, après, ça a été remis en 2 Robiens et ça a été mon pire investissement puisqu'on s'est aperçu 15 ans après que le bien, en fait, t'as remboursé pendant, peut-être pas 15 ans, mais pendant au moins 10 ans. J'avais remboursé pendant au moins 10 ans et en gros, au moment de la revente du bien, alors en plus, ça a été assez compliqué parce que c'est la période de ma vie où ça allait vraiment pas fort et j'avais été saisi sur ce bien, hein. Donc un huissier était venu saisir le bien parce que j'avais des problèmes financiers. Et le bien, en fait, alors déjà, lui, il voulait le brader, bien entendu, à moitié prix. Mais au-delà de ça, si tu prenais ne serait-ce que le prix réel sur le marché, bah, en fait, en fait, je perdais de l'argent, quoi. Donc, autant dire que le projet était nul. C'était vraiment nul, nul, nul. C'était le pire investissement que j'ai pu faire en termes immobiliers, quoi. D'accord. Bon, bah, donc ça a mal commencé pour toi, mais ensuite tu t'as pas arrêté, t'as pas repris le salariat, tu as quand même continué. Tu as cherché Ouais, le marché. ouais. Bah, moi, le salariat, c'est pas fait pour moi. Je crois que je suis même incompatible avec ça. Parce que c'est pareil dans ma vie, à un moment donné, j'ai été obligé d'y retourner justement quand ça allait pas fort du tout. Financièrement, il a fallu, alors j'ai continué mon entrepreneuriat, mais il a fallu qu'à un moment donné, je retourne dans le salariat. J'y suis retourné 6 mois et j'ai vraiment pas fait long feu. J'ai posé ma démission 6 mois après. Pourtant, j'avais un très bon poste, hein. J'étais directeur d'un magasin, j'avais un CDI. Enfin bref, c'était vraiment
bah, même mes parents me disaient oh, c'est bien, t'as bien rebondi suite à tout ça, mais sauf que moi, je ne m'épanouissais pas du tout. J'ai posé ma démission 6 mois après. Et je me suis dit, non, non, mais là, c'est pas fait pour moi. Je suis fait pour l'entrepreneuriat et je vais repartir de plus belle. Et ce qui a été le cas. Et parce que j'ai cru en moi, malgré la pression de la famille, malgré la pression de mes enfants qui disaient, non, non, retrouve un travail, papa. On n'a pas envie de revivre ce qu'on a vécu parce que ça a été aussi une période très difficile pour eux, bien évidemment, parce que quand vous avez un père qui foire, hein, en gros, qui plante sa boîte, et sachant que tout le modèle familial était construit autour de cette entreprise, on prend très cher. Quand vous avez les huissiers qui viennent tous les jours chez vous, que vous recevez des courriers à n'en pas finir, c'est une vie horrible. Et ça a été quelque part une deuxième vie pour moi. J'ai l'impression d'avoir vécu 2 vies, en fait. C'est assez bizarre. En tout cas, merci beaucoup d'être aussi transparent avec nous. Donc maintenant, aujourd'hui, tu es entrepreneur, donc tu as une conciergerie. Explique-nous un petit peu aujourd'hui ton parcours. Alors, en fait, donc moi, j'ai découvert la conciergerie et la sous-location il y a maintenant, pour être très précis, il y a 9 ans, pratiquement 10 ans. Donc moi, c'était à l'étranger, c'était en Thaïlande où j'ai en fait lancé un business de conciergerie, donc sur Bangkok, une ville où il y avait pas grand-chose à l'époque. Ça a cartonné tout de suite, mais vraiment, ça a démarré très très fort. Et dans la foulée, j'ai découvert aussi la sous-location. J'ai découvert ce principe-là parce qu'en fait, à un moment donné, je gérais des appartements pour une personne et la personne, à un moment donné, on discute, etc. Et il me fait comprendre qu'en fait, il n'est pas du tout propriétaire, il est locataire. Et là, je me dis, ah ouais, en fait, il y a un truc à faire avec la sous-location également. Donc c'est comme ça que je l'ai connu. Ensuite, après, j'ai revendu cette entreprise à 2 personnes parce que moi, j'avais besoin de rentrer en France. Donc je suis rentré et là je me suis dit bah qu'est-ce que je vais faire? Et là je me suis dit bah en fait je vais faire de la sous-location. Parce que la sous-location c'était pas connu en France. C'était bah en fait il y avait quelques personnes qui en parlaient, mais c'était vraiment très on n'en parlait pas beaucoup en fait, hein. Puis moi, c'est vrai que j'avais quand même pas mal d'expérience sur la courte durée, sur les Airbnb. C'est vrai que Airbnb, c'est toujours une plateforme que j'ai adorée et que je maîtrisais plutôt bien. Et je me suis dit, bah, pourquoi je ne ferais pas de la sous-location? Dans ma ville, il n'y avait personne qui en faisait, c'est sûr et certain. Donc j'utilisais RDNA, tout ça. Je me dis, bah, les chiffres, en fait, ils parlent d'eux-mêmes. A priori, il y a quand même une belle renta à faire avec ça. Et donc je me lance. Et le premier appartement, je me rappelle, était un carton. Donc tout de suite, j'ai vite enquillé sur d'autres appartements, bien évidemment, parce que bah, j'ai vu le potentiel. Bien entendu, c'est là où j'ai commencé aussi à en parler sur YouTube. J'ai commencé à expliquer un petit peu ce que je faisais. Et on va dire 2 ans après, euh, ce qui se passe, c'est que en fait, j'étais souvent sollicité pour des besoins en conciergerie. Mais je voulais pas faire de conciergerie. Je voulais rester sur ma sous-location. Je me dis, ça marche très bien ce que je fais là. Je vais pas aller m'éparpiller. Puis ce côté rendre des services pour un propriétaire me gênait un peu. Je me suis dit, bah, pourquoi je le ferais pour un autre? Pourquoi je le ferais pas pour moi, tout simplement? Et puis, dans mon parcours et dans mes rencontres, à un moment donné, je discute avec mon futur associé, enfin mon associé actuel dans la conciergerie. Et lui, en fait, n'était pas du tout dans ce milieu-là. Et c'était une personne qui était un peu en difficulté financière. Et tu sais, moi, justement, forcément, j'ai une certaine, comment dirais-je, sensibilité aux personnes qui sont en difficulté financière, puisque je l'ai connu. Donc forcément, je me suis retrouvé dans ça et je me suis dit, non, je ne peux pas laisser cette personne-là à la rue. Enfin, dans ses difficultés, il avait une activité qui était en train de couler. Je me suis dit, non, c'est hors de question qu'il vive ce que moi je vis. Et moi, j'avais cette opportunité. Et là, je lui ai dit, bah écoute, moi j'ai une idée. Si ça te dit, moi je rentre par contre vraiment comme président et comme, on va dire, comme le représentant de cette entreprise. Mais par contre, hors de question que je gère l'opérationnel. Je t'explique tout, comment on fait, etc. Par contre, tu seras le directeur et tu vas gérer toute la partie opérationnelle. Et c'est comme ça que j'ai démarré cette conciergerie. Mais à la base, ce n'était pas du tout prévu. C'est que ça s'est fait parce qu'il y a eu de la demande et parce que j'ai rencontré quelqu'un qui pour moi nécessitait vraiment le coup de main et que je sentais aussi sérieux et qui avait à peu près la même tranche d'âge que moi. Et je me suis dit, c'est que c'est vraiment quelqu'un sur qui je peux avoir confiance. Bon, c'est super ça. Vraiment super, tu as pu l'aider du coup. Et puis maintenant, Ouais. vous êtes toujours à travailler Ouais, on est ensemble. toujours ensemble. Il est salarié, il gagne un salaire, lui. Enfin, je connais sa situation, hein, donc je sais très bien que la situation est difficile et que c'est aussi notre rôle, je pense.
Enfin, moi, je suis assez comme ça, hein. Je suis assez dans l'humain, on va dire. Même si parfois dans le business, on dit qu'il faut être assez. Mais moi, c'est un côté que j'ai beaucoup de mal Essaye chez d'allier moi. les 2. D'ailleurs, ça m'a joué des tours à plusieurs reprises, très souvent même. Mais euh, je me dis que quand je partirai de ce monde, au moins, je pense que j'aurais essayé du moins d'aider mon prochain au maximum, quoi. Bon, super valeur. On partage les mêmes en tout cas. Voilà. Bon, et du coup, maintenant, tu as combien? Donc, tu as une conciergerie et tu as combien de biens dans cette conciergerie On en que a tu... à peu près. Alors, ça varie énormément parce qu'il y a eu des arbitrages qui ont été faits l'année dernière. Donc là, on est redescendu à peu près à 70, sachant qu'on en reprend depuis, parce qu'on on a arrêté un gros lot de sous-location pour un. Bon, s'il faut rentrer dans le détail, on rentrera, mais pour une raison liée à la qualité des logements. Et on a préféré arbitrer. Donc aujourd'hui, on est à 70. C'est un petit volume. Je sais que certains ont bien plus que ça, mais moi, c'est aussi parce qu'on a eu une croissance trop rapide au départ. Moi, je l'ai tout de suite vu, et mon associé, il n'a pas du tout suivi la cadence. Il était complètement hors d'eau, et enfin, ça allait pas du tout. Il m'a dit, ça a été trop vite, Sébastien, ça a beaucoup trop vite. Moi, je n'arrive pas à suivre. C'est beaucoup trop important. C'est compliqué, la Euh, qualité. Et ouais, juste, exactement. les problèmes, quand tu dis ça va trop vite, c'était parce que moi, Problème de croissance. Problème de ouais, croissance. Mais moi, c'est des problèmes que je connais parfaitement. En tant qu'entrepreneur, je les connais parfaitement. ouais. Mais Et toi, lui, il courait après le chiffre. Il voulait rentrer nouveaux appartements tout le temps, tout le temps. Je dis non, 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 non. Non, non, ça sert à rien. C'est qu'à un moment donné, il vaut mieux avoir quelque chose. Certes, on s'arrête là, ok, on bloque tout, on s'organise bien pour que tout fonctionne bien, et après, on voit pour aller à l'étape suivante. Mais surtout pas faire ça, parce que là, en fait, tu vas au dépôt de bilan, hein, c'est clair et net. Je le connais bien, je la connais bien parce que j'ai vécu une première création d'entreprise où on a couru après le chiffre d'affaires, et on faisait 4 millions d'euros à l'époque, et l'année d'avant, on faisait que 2 millions. On est passé en une année de 2 à 4 sur une activité qui n'était pas dans le service, qui était dans l'e-commerce. Je peux t'assurer que ça a été. On a failli couler la boîte, quoi. C'était du rock and roll total, et je voulais absolument pas revivre ça. Mais en fait, ouais, quand tu vas trop vite, de toute façon, la qualité, après, elle suit pas forcément. Nous, on Ouais, a failli avoir l'organisation. un espace Mm. comme ça, et puis ou très alors à vite. moins que tu aies les personnes qui travaillent avec toi qui soient efficaces. Mais ce que j'allais En te fait, c'est demander ça. tout à l'heure, c'était ça, C'est c'était ça. où tu t'es retrouvé en difficulté. C'était surtout sur le suivi des, j'en sais rien, moi, des entrants, des sortants, du ménage, de la mise de la Alors, création d'annonces. quand tu as une croissance rapide, il faut des gens, en fait. Tu n'as pas le choix, il faut quand même une équipe, il faut des gens, il faut des responsables, il faut des gens qui comprennent de quoi on parle. Et si tu veux, il y a des processus aussi. Il faut mettre en place des processus, de la documentation, il faut former les gens. Et quand tu es dans cette croissance trop rapide, tu n'as pas le temps de former, tu n'as pas le temps de t'organiser, tu recrutes, mais tu recrutes à la va-vite. Tu prends pas le temps d'expliquer aux gens, peut-être tu prends pas le temps de recevoir les gens pour prendre le bon profil. Tu prends parce que tu as besoin de prendre. Et c'est la Ouais. pire des choses. Et en fait, quand on recrute, l'erreur qu'on fait tous quand on est des petits entrepreneurs comme moi, bah en fait, c'est qu'on recrute en dernière minute. Donc on attend la dernière minute parce qu'on est sous l'eau, et on se dit, putain, il faut absolument que je prenne quelqu'un, ça va me libérer du temps, et après je suis cool. Ouais, mais c'est déjà trop tard en fait. Parce que du coup, toi, vu que tu n'as pas le temps, tu es dans le rush, bah en fait, tu refiles le bébé, comment dirais-je, à la Pas personne que tu as quelqu'un qui est recrutée. Voilà. Alors qu'au pas contraire, tu forcément. devrais plutôt le faire avant et bien la former, quoi. J'aimerais savoir quelle plateforme tu utilises, surtout Airbnb, Booking ou d'autres, Abritel, ou est-ce que tu as une plateforme Non, préférée? bah, ma préférée, ça, bon, tout le monde, je pense que tout le monde le sait, c'est Airbnb. Ça a toujours été ma plateforme par excellence. Après, on fait un peu de Booking, c'est vrai. On fait un peu de Booking, donc, mais on fait aussi beaucoup de réservations en direct. Enfin, beaucoup. On fait à peu près 30% quand même en réservation en direct. Donc, c'est des professionnels, c'est des personnes qui reviennent régulièrement. Donc là, il n'y a même pas de site internet. C'est tout simplement des appels téléphoniques qu'on a. Ils ont notre numéro, ils nous rappellent. Ben, on reveut un contrat pour 1 mois, pour 2 mois, pour 3 mois. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé Airbnb aussi parce que c'est vraiment l'esprit startup qui me plaît dans cette boîte. C'est vraiment l'esprit. Ils ont tout compris au business. C'est vraiment les leaders, c'est vraiment les faiseurs. C'est eux Ceux qui ont c'est eux lancé, qui ont lancé le truc, quoi. Tu C'est vois. ça, exactement. Alors que Booking, c'est pour moi, c'est plutôt la plateforme pour les hôtels. Oui, ils font de la courte durée, c'est vrai, mais
C'est Voilà, pas assez c'est intuitif. C'est vrai qu'on a tout On a arrêté sur arrêté tout, Booking. Ça a été assez compliqué au niveau trop de problèmes. ouais, de gérer nos appartements sur leur interface. Bon, peut-être que ça a changé depuis, mais en tout cas, on avait une interface personnelle, une interface professionnelle, et puis dedans, c'était pas du tout intuitif, hein. Des doublons, enfin, on Et avait puis un peu avant, il n'y trop. avait même pas ce système de sécurité pour le propriétaire, puisqu'on n'avait pas de moyens de récupérer la caution. Enfin voilà, tout à fait. nous, ça a été assez Pas compliqué. d'assurance Donc, aussi. on a préféré mettre toute notre énergie sur Airbnb et en plus, tous nos chiffres et notre pourcentage de remplissage est assez fort. Donc, on se concentre Tout à fait. beaucoup sur Airbnb. Et comment tu gères ton emploi du temps puisque bon, tu es à distance? Est-ce que tu as vraiment tout automatisé et puis tu as Mm. quelques appels de temps en temps par jour? Comment tu fais? Ah non, non, sur tout ce qui est courte durée, moi je fais rien du tout. C'est vraiment c'est relayé sur ma conciergerie. Tout est reconnecté sur ma conciergerie. Alors c'est vrai que j'ai pas expliqué, mais en fait j'ai une conciergerie où on fait de la sous-location sur ma ville et j'ai une autre société avec mon fils Pierre où là on fait de la sous-location sur Angers. Sur Angers et aussi sur Paris. Enfin en région parisienne. Et c'est plus des choix, comment dirais-je, liés à... C'est plus des choix, on va dire, personnels d'organisation, mais euh, voilà en fait comment ça fonctionne, si tu veux, quoi. On va dire qu'il y a, en fait, il y a même une troisième société, mais c'est compliqué à expliquer. Mais il y en a réellement deux, quoi. Voilà, qui sont. Donc D'accord. moi, qu'est-ce que je fais concrètement? Rien, enfin rien, si. C'est-à-dire que moi, Tu je accompagnes aussi. supervise. Hein? Enfin, tu as une autre société d'accompagnement aussi. Et oui, il y en a une autre encore. Voilà, il y en a quand même plusieurs. Et donc là, ça c'est la société d'accompagnement, c'est encore autre chose. Mais sur la partie vraiment sous-location, conciergerie et investissement IMO, parce que je fais de l'investissement IMO aussi maintenant. Enfin maintenant, j'avais toujours fait, mais on va dire de manière plus importante ces derniers temps. Euh, Moi, je suis plus en mode, je tire les sonnettes d'alarme. C'est-à-dire que quand je vois des choses qui me plaisent pas ou quand je considère que le résultat il est pas bon, ou que moi je suis plus dans la partie financière, administrative, à regarder ce qui se passe et à donner mes consignes et sonner tirer la sonnette d'alarme quand je sens que ça va vraiment pas, quoi. Quand je sens qu'il y a trop de problèmes ou des avis clients qui sont pas assez bons, là c'est pas possible. Ok. Et du coup, tu parlais que tu investissais aussi, donc Ouais. tes appartements, ou je sais pas, tu investis dans des appartements, dans des immeubles? Ouais, Dans quel alors genre? j'ai un immeuble et après le reste c'est des appartements. Donc au total ça fait 9 lots. Et puis j'ai un parking, un double parking on va dire aussi. Voilà ce que j'ai en investissement IMO précisément. Mm. Et je suppose que tu les loues en location courte durée. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait en courte durée, voire en moyenne durée. Donc voilà, vraiment c'est ça, voilà, ça marche plutôt bien. Et puis là où je suis, si tu veux, on est sur des coûts d'acquisition qui restent relativement bas. Donc même si les taux d'intérêt sont hauts, surtout quand j'ai investi, les taux étaient bas. Le prix immobilier restait relativement bas et du coup, il y a des belles opérations à faire. Ouais. D'accord. Et tu es à distance, donc tu habites Ouais. pas en France. Si, Euh, alors ma résidence fiscale est non. aujourd'hui en France, c'est-à-dire que, alors c'est un peu compliqué parce que moi je suis marié avec une étrangère et en fait donc on a passé beaucoup de temps en France. Là on a pris la décision de passer beaucoup plus de temps donc en Asie. Euh, et pour l'instant je reste résident fiscal français. D'accord. Mais comment tu gères, j'allais te poser la question des problèmes Airbnb. C'est vrai que nous, on a tous nos biens à 15-30 minutes de chez nous. Et voilà, est-ce que tu as une équipe qui est voilà, de Ouais, bah, en fait, confiance? sur chaque ville, il y a un représentant si tu veux, donc mon associé sur ma ville du Mans, donc c'est lui qui est en charge de ça. Et puis sur l'autre ville, sur Angers, c'est donc Pierre. On a aussi une personne de ménage qui est avec nous depuis très longtemps maintenant et qui en fait connaît tout. Donc, elle est capable de jouer ce rôle justement de quelque part de manager, de city manager, quoi. Ouais, que tu as formé toi-même, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, elle s'est formée sur le terrain, hein. Elle a découvert, elle a compris. C'est quelqu'un, si tu veux, qui a pratiquement une cinquantaine d'années maintenant. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est mûr aussi, qui comprend bien et puis qui a une certaine valeur du travail. Parce que ça, c'est aussi dur parfois.
Eh ben, écoute, est-ce que les lois parce qu'en France, on a pas mal de lois qui sortent toutes les années. Donc là, il y a la loi finance 2024. Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu stratégies un Non, petit peu s'il se passe quoi que ce soit ou non? T'as non, pas... non, du tout, en fait, ça m'inquiète pas du tout. Parce que c'est toujours les mêmes chansons, en fait, d'année en année. En fait, déjà, moi, ce que j'ai compris, enfin, je pense qu'on est tous suffisamment intelligents et suffisamment observateurs pour voir qu'effectivement, il y a une tension locative dans de plus en plus de villes de France, c'est vrai. Les gens ont du mal à se loger, c'est vrai. Il y a de plus en plus d'Airbnb, c'est vrai. Tout ça est vrai. Donc, bien évidemment que c'est normal qu'il y ait des régulations de plus en plus contraignantes. C'est assez logique et là-dessus, enfin, on peut pas, ça me paraît normal. Euh, Ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que, enfin, moi, j'essaie de le voir vraiment en mode voyageur, enfin, en mode voyageur, en mode investisseur aussi, pas forcément côté gouvernement, etc. Et je me dis, bah, objectivement, il y a effectivement des villes de France où il y a des très fortes tensions locatives. Donc là, c'est évident que ça va se durcir. Il y aura des réglementations. Mais par contre, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a plein de villes de France où il n'y a pas cette tension, il y a pas cette tension locative de manière aussi importante. Donc, ça veut dire concrètement que pour moi, s'il y a des règles qui sont mises en place prochainement, ça ne sera pas sur tout le territoire, ça sera sur certaines villes de France comme ça l'a déjà été aujourd'hui. Ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que le gouvernement aime bien l'argent et je pense que tout est fait surtout dans un premier temps pour aller ponctionner un maximum de taxes diverses, de choses comme ça. Et j'ai le sentiment, d'après ce qu'on a pu voir récemment, que ça tourne quand même beaucoup autour de plutôt de la autour plutôt de, ouais, de la fiscalité, hein, j'ai l'impression. C'est marrant parce qu'on change vite de sujet, quoi, tu vois. Bah, c'est ce qu'on parlait aussi au début là, de cette interview. C'est ce qu'on Nous, c'est ressent, pareil. nous, énormément. Nous, c'est pareil, on paye la CFE pour tous nos appartes et ils nous demandent à payer la taxe d'habitation aussi, alors que normalement, c'est ou l'un ou l'autre. Donc là, on est en train de faire des recours, mais ils essayent, ouais, ils essayent de fonctionner au maximum puisqu'ils savent que les propriétaires ne peuvent pas partir avec leur C'est entreprise, ça. quoi, parce que on est, C'est ancré en France, quoi. voilà. Notre gagne-pain, il est en France. Donc, ouais, Ouais, c'est assez compliqué. donc en France, je pense que si tu veux, on pourra toujours entreprendre, on pourra toujours faire du Airbnb, j'en suis convaincu à 300%, je suis certain de tout ça. C'est juste que ça va être plus... ils vont plus ponctionner sur la fiscalité, ils vont plus prendre, et il y aura quelques régulations qui vont se mettre en place dans certaines villes de France. Euh, Bon, c'est comme Ça a ça, c'est toujours été. tout. C'est à nous de jouer avec les règles en fait, hein. C'est que les règles du jeu elles changent un peu, donc mais le jeu il est pas terminé quoi. Tu vois ce que je veux dire? Les règles ont juste changé quoi. Elles changent C'est un ça. petit peu. Et encore, on voit bien parce ils reviennent souvent en arrière. C'est-à-dire qu'en fait ils disent des choses et quelques mois après ils disent ah ouais mais non 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 en fait ça sera pas pour cette année, ça sera peut-être l'année prochaine. Qu'on voit bien que c'est pas clair quoi. C'est vrai qu'être entrepreneur, de toute façon, enfin investisseur ou entrepreneur, hein, c'est jouer avec les nouvelles règles et puis essayer de faire avec parce que ça peut Ouais c'est changer ça. tout le temps. On est C'est obligé ça, d'être. et quand vous êtes entrepreneur, faut être opportuniste. C'est-à-dire que, alors faut pas tomber dans l'excès non plus, mais faut être un peu opportuniste. Faut un peu se dire, bah ok, je vais dans le sens où va le vent, quoi. Le vent il va un peu par là, bon bah je vais aller un peu plus par là, quoi. Tu vois, pour se laisser porter, parce que il y a toujours son lot d'opportunités aussi. Je suis certain qu'on ne sait pas encore aujourd'hui, mais il y aura certainement des opportunités. Si tu veux, si demain il n'y a plus de jeux en France, bah, ça veut dire qu'il n'y a plus personne, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a plus d'entrepreneurs s'il n'y a plus de jeux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense qu'il y aura toujours des jeux, mais sauf que les jeux vont être un peu différents, quoi. Eh ben, écoute, nous, bah, comme je le disais au début, donc je l'ai connue en 2019 via ta formation de conciergerie. Donc j'en Ouais, ai ouvert une en début 2020, donc janvier. ouais, Et ouais. ensuite, mars, on sait tout ce qui s'est passé. J'ai dû, parce que je suis infirmière de base, donc récupérer, enfin, retravailler. Donc je suis pas arrivée à associer, enfin, à gérer les deux. Donc j'ai dû la fermer assez rapidement, au bout d'un an et demi. Et là, c'est vrai qu'avec Eddie, on est en pourparlers pour en réouvrir une, puisque maintenant, D'accord. nous avons voilà, 33 appartements sur Airbnb. Donc, Bah ça oui, commence. donc forcément, vous avez besoin d'une déjà, ne serait-ce que pour vous. C'est ça, au niveau même fiscalité et aussi cette histoire de taxe d'habitation, puisque Mm. 33 Le but appartements, du jeu est là, ouais. ça fait pas Comme mal, ça. ça fait 15-20 000 € de taxe d'habitation. Donc, bon, il y a ça et aussi le fait de se sortir un salaire. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal de points positifs à se Il y a de créer sa propre l'arbitrage. histoire. Et ouais, il y a effectivement pas de l'arbitrage, pardon, il y a comment je pourrais dire, de l'optimisation ouais, à faire. Ouais, je pense, Mm. de votre côté.
Voilà. Ouais. Surtout qu'en plus, grâce à tes conseils, à cette formation et puis même dans le terrain, hein, que ça fait 5 ans qu'on fait ça. Et Airbnb, on connaît ça depuis 2014 parce qu'on Ouais, on faisait ça chez nous. Euh, on automatise, voilà, on a tout ouais, automatisé. quasiment. Il a une bonne équipe de femmes de ménage qui sont là, qui sont présentes et enfin, c'est toi qui connais le Ouais, plus. c'est pour ça que je disais, vraiment, si on rentre dans le vif du sujet de la conciergerie, pour ceux qui regardent et qui sont intéressés, je me dis, il faudrait peut-être qu'on décrive ce qui est la base d'une bonne conciergerie. Moi, de mon côté, je dirais, je le dis tout le temps, hein, moi-même, la prunelle de mes yeux, c'est les femmes de ménage. Ah, Parce que, ben, d'accord. voilà, on sait tous, je pense, mais après, comme tu disais, recruter, c'est difficile. Actuellement, on en a 4, vraiment deux à temps plein jusqu'à 4 avec les remplaçantes. Et pareil, c'est des personnes, la cinquantaine à peu près, voire plus, une dame qui est plus âgée. Et voilà, le recrutement était difficile parce qu'on a eu des gens bien plus jeunes qui ne voyaient que le côté pécunier de venir faire le ménage. Donc voilà, je voudrais savoir, toi, quand tu recrutes, quand tu n'es pas dans le jus, comme tu l'as été sur des fortes périodes, qu'est-ce qui est le plus important, mis à part déjà trouver quelqu'un qui réponde à ton annonce, hein. Moi, j'ai eu des annonces sans réponse pendant plus d'1 an. Et après, c'est le bouche à oreille qui m'a amené des nouveaux prospects. Mais comment toi, tu procèdes pour trouver quelqu'un de compétent? Alors, comme tu l'as dit, la base d'une conciergerie, c'est le ménage. Donc, pour moi, il y a 2 solutions. C'est soit dès le départ, tu conçois que dans ton entreprise, le ménage, ça sera complètement délégué à un partenaire. Donc ça, faut bien se renseigner parce que nous, on a mis un petit peu de temps, mais on a trouvé une entreprise partenaire. Donc on leur délègue complètement le ménage. La blanchisserie, elle est déléguée complètement. C'est-à-dire que là, c'est complètement hors de notre contrôle. Nous, on paye des factures et basta. Parce qu'en fait, le ménage, c'est un vrai métier. C'est comme le nettoyage, c'est un vrai métier. Et une conciergerie, je suis désolé, mais elle ne sait pas faire le ménage, quoi. Alors, sauf si derrière, tu es capable de mettre en place un programme de formation, d'accompagnement, suivi, que tu aies une gouvernante qui vienne de temps en temps faire des points, des vérifications, mais tout ça doit être aussi mesuré avec des outils, à mon sens. Donc, ça veut dire des outils de mesure, ça veut dire de la documentation, ça veut dire des formations. Si tu es capable de vraiment mettre tout ça en place, là, tu peux vraiment accompagner des personnes pour leur faire le ménage. Alors, ça ne résout pas le problème du recrutement, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un accompagnement qui fait que ces personnes-là vont monter en compétences. Et je pense qu'il faut vraiment aussi leur faire voir que tu es une entreprise qui va évoluer avec le temps et que peut-être que leur poste va aussi évoluer. Enfin, je pense qu'il faut arriver à les inscrire dans un schéma global de, on va dire, de perspective dans l'entreprise, tu vois. Ou alors, Collaboration. sinon, ouais. Ou alors, sinon, c'est vraiment, tu faut absolument dès le départ, tu montes ta boîte, en fait, tu trouves tout de suite un partenaire qui est responsable du nettoyage. Donc, alors, il y a, alors, ce que tu dis est vrai pour le recrutement, mais en même temps, il y a quand même de plus en plus d'entreprises de nettoyage ménage qui se lancent, de plus en plus. Ouais. Donc, je pense que à un moment donné, c'était vrai, mais je pense que là, il est en train de se passer quand même quelque chose, je trouve. Dans le domaine du nettoyage et du ménage, il y a de plus en plus, je te dis, vraiment d'entreprises ou d'auto-entrepreneurs ou de gens qui font ça. Par contre, c'est effectivement quel est derrière leur niveau de qualité, quoi. C'est toujours la même histoire. Donc, soit tu trouves une entreprise qui est vraiment, comme nous on a trouvé, qui est vraiment spécialisée et il n'y a pas de problème, qui ont des process. De toute façon, les questions qu'il faut leur poser, c'est est-ce que tu as des process, est-ce que tu as des outils, poser des questions justement sur leurs mesures, comment ils mesurent la qualité de leur ménage. Enfin, il y a des petites questions à avoir et puis aussi voir un peu comment ils fonctionnent. Et soit tu fais ça, soit sinon, c'est en interne. Même si c'est un auto-entrepreneur, il va falloir quand même qu'il soit formé. Parce que nous, par exemple, on a eu à un moment donné un lot d'entrepreneurs. C'était le soir, ils étaient avec Deliveroo ou le matin. Et puis entre 12h et 16h, ils bossaient en tant que ménage. Enfin, tu Ouais, vois, c'est pas possible, quoi. ça va Le pas. gars, il vient avec son ménage, avec le sac Deliveroo. Bon, c'est pas possible, quoi. Mm. Alors, ça me fait rebondir juste sur, parce que, alors, je suis d'accord avec toi que quand tu externalises, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus safe dans le sens où, voilà, tu as un travail de qualité. Maintenant, ce qui est de plus en plus compliqué sur Airbnb, je le vois, c'est le prix de la prestation ménage. Moi, Ouais, j'ai ouais. donné un prix sur des logements qui font entre 40 et 45 mètres carrés jusqu'au plus grand, jusqu'à 60, et des maisons qui font 80. On va de 20 € la prestation ménage jusqu'à la plus haute, elle est à 27 € chez nous.
Après, j'ai eu regardé des vidéos que tu mettais. C'est vrai que j'entendais des fois, tu donnes des petits conseils pour pouvoir baisser le prix de la prestation ménage. Quand tu as des gens qui viennent passer qu'une nuit, ça les fait suer de payer plus de ménage que de nuitée. Ouais. Donc, voilà, j'ai vu ça. Maintenant, on a fait appel aussi à un moment où voilà, on était un petit peu comme toi, des moments dans le jus. Je me suis dit, on va externaliser. Je me suis renseigné auprès des conciergeries locales à combien ils proposaient le ménage. Alors, c'est toujours un sujet un peu flou. C'est toujours une tarification que j'ai trouvée élevée. On parle, enfin voilà, j'ai rien trouvé en dessous de 40 € de prestation de ménage. Sans le linge. Si, avec le linge à 40 €, mais du coup, nous, je le sais pertinemment que dans le secteur où on est, si tu mets 40 € de ménage, alors mis à part de les dissoudre, comme tu l'avais expliqué, dans différentes taxes, voilà, c'est des choses qui ne passent pas. Nous, ça ne passe pas dans le secteur. Donc, je voulais savoir ce ressenti-là avec tes sociétés, ta conciergerie. Est-ce que tu as souvent ce genre de réflexion du voyageur disant les frais de ménage, c'est trop cher, est-ce qu'on peut passer en direct? Alors, ils pensent qu'en direct, forcément, tu payes moins cher. Moi, j'explique bien que le direct, c'est uniquement les frais de service Airbnb en moins, mais le reste reste similaire, y compris la taxe de séjour. Voilà, donc tu vois, je veux en venir par rapport à ce ménage-là, qui est pour moi, en fait, le nerf de la guerre dans la location courte durée. Ouais, je sais bien. Maintenant, il y a une réalité aussi économique, il y a une réalité marché, quoi. Je veux dire, la main-d'œuvre coûte de plus en plus cher, les blanchisseries coûtent de plus en plus cher. Donc, à un moment donné, bah oui, qui c'est qui va en payer les pots cassés? C'est clairement le voyageur final, quoi. Parce que bah, il n'y a pas d'autre solution. C'est soit toi qui vas assumer la facture tout seul, soit ça va être le voyageur. Donc, moi, c'est vrai que l'idée de splitter, ça permet de se dire, bah, finalement, visuellement, au niveau du voyageur, il se dit, bah, finalement, le frais ménage n'est pas très cher, mais indirectement, il est repris dans l'ensemble des nuitées. Mais c'est vrai aussi que nous, en tant que loueurs, des nuitées, ça ne nous intéresse pas. Et quand tu regardes d'ailleurs le ratio, la moyenne d'une réservation, sur le sol français, et même quand tu prends de ville en ville, j'ai regardé à peu près, on est à peu près à 3 nuitées. On fera entre 2, c'est 2,6, 2,8, parce qu'en fait, c'est affaibli par le week-end. Parce que vu que tu as 4 week-ends dans le mois, bah, 4 week-ends de 2 nuitées, si tu veux, ça bouffe déjà une bonne partie du calendrier. Donc forcément, ça baisse le niveau. Mais notre objectif aussi, en tant que loueur, c'est essayer d'un moment donné de se prendre des réservations de peut-être une semaine d'un coup, tu vois. C'est sûr que si tu veux jouer la carte, je prends que des petites nuitées, 2-3 nuitées à chaque fois, c'est sûr que le coût du ménage est assez représentatif. Et du coup, tu vas dire, bah, finalement, autant que j'essaie de baisser mon prix à la nuitée pour compenser le ménage et pour être compétitif. Mais en fait, Après, le truc, c'est... Je dis ça, mais ils l'acceptent, hein, finalement, les voyageurs. Ouais. Moi, des fois, les règles du jeu sont pareilles pour tout le monde. Voilà, il l'accepte, mais c'est vrai que tu as toujours cette demande-là, ou alors après je mets en opposition avec l'hôtel, tout simplement. Genre, à l'hôtel, vous ne le voyez pas directement, mais je pense que vous avez autant de frais de ménage que de nuitées. Donc le problème, il est là sur Airbnb, c'est que tu as justement ce tarif-là qui est clairement explicité, et mis à part cette astuce que tu as de dispatcher un peu cette charge-là, tu te retrouves souvent embêté avec ces frais, quoi. Ouais, bah, de toute façon, tu pas d'autre choix que parce que sinon, les voyageurs, ils comprennent pas qu'il y a 45 € de ménage et que la nuit, elle a 35, quoi. Ils vont se dire, attends, il y a plus cher de ménage que de nuit, quoi. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer un petit peu entre guillemets, de masquer en faisant cette petite astuce justement de séparer. Et du coup, le voyageur, il se dit, bon, bah, c'est cool, je paye que 20 balles de ménage. Oui, mais sauf que ça a été repris sur le reste, sur l'ensemble de la réservation. C'est le seul moyen qu'on a, parce que moi j'ai tout testé. J'ai aussi testé des logements où on mettait pas de drap, et on disait au voyageur de lui-même faire le ménage. Donc on l'a fait. Le résultat est très mitigé. Il y a ceux qui comprennent, il y a ceux qui comprennent pas, il y a ceux qui jouent le jeu, il y a ceux qui ne le jouent pas. Je connais quelqu'un de ma formation qui elle a carrément été plus loin que ça. C'est carrément elle met frais de ménage 0. Et en fait, elle dit aux voyageurs, bah voilà, vous allez payer hors plateforme les frais de ménage. Et que du coup, si tu veux, bah, vu que tu n'as pas les commissions, donc des 18% de la plateforme, bah, ça lui permet, si tu veux, de proposer des frais de ménage un peu moins chers. Sauf qu'au final, ça trouvait avec des notations pourries, parce que bah, le voyageur, il n'a pas compris que... C'est une Donc en fait, gestion, quoi. Tu tournes ça dans tous les sens, si tu veux, tu as beau tourner ça dans tous les sens, à un moment donné, bah, tu n'as pas le choix, quoi.
Et la solution qu'il faut écarter aussi, que je veux dire, tu as beaucoup de gens. Alors pareil, nous, on n'a pas de conciergerie, mais si un jour on en fait une, on a quand même de la demande régulièrement, on a le réseau qui s'est créé, tu vois, au niveau des agences d'agence IMO, où ils te demandent est-ce que vous faites un peu conciergerie ou est-ce que vous gérez la location courte durée pour d'autres propriétaires. Donc, ce sera début levé. Après, ça a été stoppé totalement. Donc, les gens finissent par faire eux-mêmes leur ménage. Donc après, voilà, clairement, pour le dire, quand tu as une conciergerie, ce n'est bien évidemment pas envisageable. Après, quand tu as 2 ou 3 appartements que c'est les tiens, oui, tu peux à la rigueur, si tu habites dans le secteur, le faire. Oui, parce que c'est la demande. Mais voilà, c'était le but d'écarter cette idée de se dire, je fais le ménage et j'économise énormément. Alors c'est sûr que tu ramènes, mais du coup, ta prestation ou ton salaire se dégage vis-à-vis de ce service que tu rends à ta propre conciergerie, quoi. Et tu sais, il y a quand même un autre truc qu'on parle pas, que personne ne parle en fait, et qui pour moi, même si ça va peut-être paraître un peu choqué ou ça paraît bizarre que je dis ça aujourd'hui, mais je suis désolé, mais dans quelques années, il y aura plus d'humains pour faire le ménage, quoi. Ce sera des robots. Des robots. Ouais. Donc je pense que ce problème-là, ça va durer 2-3 ans, et dans 2-3 ans, c'est terminé. On a des robots qui vont rentrer dans nos logements, qu'on mettra à l'entrée, et qui vont automatiquement nettoyer les toilettes, aspirer le sol. Alors il restera toujours le linge, hein, effectivement, à mettre sur le lit. Peut-être qu'un jour, il y aura une solution là-dessus, on n'en sait rien. Mais le nettoyage, moi, je suis convaincu que... Bon, après, nettoyer la cuisine, ça va être compliqué, c'est sûr, hein, mais je pense qu'il va y avoir des solutions dans pas longtemps, à mon avis. Dans le même sens que toi. Après 2-3 ans, je ne sais pas, mais c'est vrai que moi aussi, je sais que ça va. Ouais, ça va beaucoup bouger, et je pense que cette histoire de nettoyage et de ménage, ça va. Et là, du coup, les gens vont râler parce qu'ils vont dire bah oui, il y a plus d'emploi, etc. Ça bouffe l'emploi, etc. Ouais, mais bon, Ça change on pas. peut pas résoudre toutes les équations, hein, c'est pas possible. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, pour les propriétaires qui regardent, ceux qui sont intéressés par la location courte durée, qui pensent que ça va être terminé à cause des lois ou qu'il y en a trop, bah, écoutez, il y a toujours de la place, il y a pas mal de chiffres d'affaires à se faire, parce que si on fait ça, c'est vraiment pour rien, c'est vraiment parce qu'on a des très très belles rentabilités grâce à ça. Évidemment, nous, on prône toujours d'acheter en fonction de la location déjà nue. Si on est rentable, là, on peut se mettre en meublé. Voilà. C'est jamais acheter pour de la location courte durée et terminer. Non, c'est pas rentable. C'est évident. C'est évident. Ouais. C'est évident, parce que sinon, bah, tu prends un risque. C'est une fois une personne qui a mis un commentaire comme ça qui m'a dit: oh là, bah, du coup, j'ai reporté mon projet. J'ai dit: mais attends, comment tu reportes un projet sur un changement de loi? Enfin, c'est pas possible, quoi. C'est pas tenable, parce que tu peux. Je veux dire, tu contractes un crédit sur 20-25 ans. Tu sais pas dans 20 ans, 25 ans ce qui va se passer, quoi. Il faut toujours avoir des plans A, B, C. Bah, Sinon, c'est clair. Exactement. C'est évident. C'est des grosses sommes qu'on investit. Moi, j'ai un gros problème sur mes locations Airbnb, c'est la prostitution. Ouais. Est-ce que toi, alors les villes où tu investis, est-ce que tu as tu attires forcément oui, j'en ai. Donc comment tu gères ça? Parce que moi, on les gère pas, on laisse tomber, on gère pas. On a essayé, hein, franchement, on a appelé la police, on a fait pas mal. Ils s'en foutent, la police, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, hein. Donc tu laisses faire ce qu'il y a à faire dans les logements, quoi. Ouais. Parce que ce qu'il y a à faire, de toute façon, si elles font pas chez toi, on le fait chez un autre, donc. Ouais. Moi, le souci qu'on a là-dessus, elle dérange pas plus que ça, quand même. Tu vois, moi, je préfère limite avoir une prostituée qu'avoir des gars qui viennent faire la fête, hein. Oui. Non, mais c'est sûr, parce que qu'elle range super bien. Après, le logement est nickel. Ouais, le logement il est nickel, hein. Généralement, ils en prennent soin, hein. Moi, le seul souci que j'ai, c'est par rapport aux surconsommations, que ça soit, tu vois, au niveau qui ne sont pas forcément comptés, que ça soit déjà en plein hiver sur la surconso de chauffage, parce que ça, c'est quelque chose qui reste important. La flotte aussi, tu vois, c'est des douches à répétition. Et après, moi, c'est surtout la nuisance vis-à-vis de l'image que ça peut... Parce qu'on commence à avoir un nom sur le secteur dans les 2 villes où on investit, avec des recommandations en direct. Voilà, des commerçants qui voient, tu vois, tu as des bonhommes en bas qui tournent avec le téléphone, qui cherchent, qui demandent l'adresse, qui montent dans les étages. Donc voilà, moi j'ai un gros problème vis-à-vis de ça. Alors longtemps, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Tu restes, tu laisses pas faire. Alors, ce qu'il faut, c'est à un moment donné arriver à taper du poing sur la table sur une, et généralement, ça va se savoir. Et après, elles ne reviendront plus. Mais c'est ce que je commence à faire. Mais comme toi, tu le dis, si elles ne vont pas chez moi, elles iront chez un autre. Et ça reste quand même une part du marché qui est quand même importante, surtout dans les saisons mortes, tu vois.
Donc voilà, voilà, c'est une question que je voulais te parler, mais bon, je vois qu'on y est tous confrontés, je pense. Et On est quand tous tu vois confrontés. Le problème, c'est que le gouvernement ne fait rien. De toute façon, c'est toujours la même histoire, en fait. C'est toujours à nous de résoudre les problèmes que le gouvernement n'a pas résolus lui-même. c'est ça, Donc, c'est ça. il y a de la prostitution, il faut l'accepter, c'est comme ça, point à la ligne. Maintenant, il faut mettre en place des procédures, des choses pour réglementer cette profession, si on peut dire ça comme ça. Et puis voilà, c'est tout. C'est que, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi donc au final, c'est à nous de trinquer, et c'est à nous de trouver des solutions. Putain. Et la plus grosse crainte que j'ai, tu vois, c'est que, parce que j'ai des papis quand même qui viennent, hein, tu vois, qu'il y a un décès dans Oui, un c'est appartement. Donc là, tu as un problème comme ça, la femme de ménage qui t'appelle ou quoi que ce soit. Enfin, comment tu gères le truc, j'en sais rien. Et les responsabilités, j'en sais rien. Non, non, mais j'ai jamais pu échanger avec personne à ce sujet-là. Tu vois, Non, ça mais reste. la responsabilité, il n'y en a pas vraiment, parce qu'elle est passée par une plateforme. En fait, il ne faut pas arriver à démontrer que, par exemple, que c'est toi qui a facilité le logement à cette fille-là, ou que indirectement, tu es proxénète, c'est-à-dire que c'est toi qui trouves les logements pour cette fille-là. Parce qu'il Parce ne faut qu'elles pas sont oublier que ces récurrentes. filles-là, elles ont des proxénètes aussi, la plupart. C'est ça qui nous fait un peu peur aussi, parce que je pense que c'est Moi, des... moi, je suis arrivé une fois dans un logement comme ça. Alors, c'était au tout début, je lançais mes sous-locations. Et j'ai eu des doutes parce que c'était des filles avec des prénoms, tu vois, un peu évocateurs, etc. Ouais. Et puis avec des origines, bon, voilà, j'aime pas faire des stéréotypes, mais bon, voilà, on sait un peu d'où Bah, elles viennent c'est quand une même. communauté actuellement. Ouais, Voilà. oui, c'est pareil. Et en fait, je me suis pointé et en bas, il y avait un mec. Il y avait un mec, une allure un peu pas rassurante, tu vois. Je parle avec lui, très sympa, mais j'ai compris vite en fait que c'était le proxénète, c'est-à-dire qu'il était en bas et il faisait le gay, etc. Donc D'accord. là c'est plus grave, je trouve, parce que là, ça veut dire qu'il y a Ah, bah, organisation, tu vois. Il y a un réseau, ouais. ouais, ouais. Il y a un réseau là. Donc là, c'est plus grave. C'est pas comme les filles, elles sont freelance. J'ai envie de te dire, elles font ce qu'elles veulent de leur corps. Hein. Je veux dire. Ok. Bon, mais écoute, nous, on verra bien. Ouais, ouais. Moi, je limite quand même parce que c'est vrai que je Oui, te non, dis, mais bien sûr. Parce que le Oui, mais- voisinage, parce que le problème, c'est que ces filles-là, en plus de ça, parce que généralement, ce qu'elles veulent, c'est pouvoir contrôler l'interphone depuis l'appartement. Donc, ce qui se passe, c'est que si elles peuvent pas, elles vont descendre en nuisette, ouvrir la porte en extérieur qui donne sur la rue. Et ça, on l'a eu plein de fois. Et du coup, à côté, les mecs, c'est quoi ce truc-là? ouais, mais on l'a arrivé. eu. Enfin, tout ce que tu racontes, Ça nous est arrivé. Écoute, de toute façon, après... c'est comme ça. On va pas refaire, comme tu dis, on va pas gérer les autres problèmes. Mais en Mais effet, sinon, à un moment donné, si vraiment tu es sûr de toi, tu envoies un message, tu dis écoutez, madame, je sais que vous êtes une travailleuse du sexe, hein, c'est interdit chez moi, je vais vous demander de prendre vos affaires et de quitter mon logement. Et de toute façon, généralement, elle va dire ok. C'est rare qu'elle va se braquer, qu'elle dise non, non, mais moi je suis pas. C'est très rare. Hein. Et Et en Airbnb, fait, je pense. on Hein, les appelle, Airbnb, c'est eux qui mettent court souvent, qui mettent, voilà, qui mettent un terme à ça, tu vois, tout de suite. En plus, le profil est voilà, radié, c'est des 2-3 preuves, voilà. c'est radical. Donc, je l'ai fait, mais ça fait maintenant, j'en suis quand même, si j'ai envie de te dire, c'est la 15e où je devrais lancer des démarches. Ah ouais? Franchement, c'est Parce tout le temps, tout le temps. qu'elles communiquent beaucoup entre elles quand même. Hein. Oui, oui, c'est la même communauté. Nous, c'est une communauté un peu brésilienne-portugaise. Ouais, voilà, ouais, elles communiquent entre elles normalement. Hein. Voilà. Donc, du coup, je l'ai fait 2-3 fois. Ça s'est légèrement calmé. Mais il y a des habitués qui ont toujours l'habitude de venir, qui n'ont pas compris pourquoi d'un coup. Je leur ai dit, bon, là, il y a un problème. En plus, j'ai Est-ce été que peut-être tu un peu. l'écris bien est-ce que tu l'écris bien sur ton annonce aussi? Par rapport à C'est-à-dire quoi? qu'en fait, dans le règlement intérieur, quand elle valide la réservation, est-ce que tu as bien mis une ligne pas de prostitution, si prostitution, amende de 500 €? J'ai peur de ça dans le sens où j'ai peur que les gens normaux qui réservent, tu vois, tout simplement, voient le règlement intérieur et se disent, mais attends, je vais dans un appartement où il y a la prostitution. Parce que j'ai déjà eu des gens qui ont eu, tu as dû l'avoir, des soucis de ménage pas fait encore ou quoi que ce soit, des gens qui pénètrent dans le logement avant même que le ménage soit fait. Ils disent, moi, je veux pas dormir dedans. Parce qu'ils ont retrouvé dans le lit des Oui, draps mais souillés, des choses comme ça. Tu vois, donc, juste ça, c'est des gens qui ont demandé à annuler la réservation parce que je les reloge. Ils voulaient même pas que je les reloge en disant, tout l'immeuble est contaminé, quoi, tu vois. Comme si eux, ils n'avaient jamais été confrontés à ça à l'hôtel. Donc, j'ai peur, j'y ai pensé, mais j'ai eu peur de le mettre justement en attirant l'attention des voyageurs classiques, en se disant, bon, bah attends, le bonhomme, il est confronté à ça. Est-ce que les draps sont non, c'est propres? dans ton règlement intérieur. Par exemple, pas de chien, pas de prostitution, pas de Ouais. fête. Si c'est bien listé, Oui, oui, c'est oui, ça parti. peut passer dans, Ouais. ça peut passer dans la masse. Ouais, Noyé. c'est noyé Ouais, dans la bon, masse, bah, quoi, tu vois. ouais, c'est Mais ça, sauf que la prostituée, elle va le voir, elle. ouais, 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 elle va le dire. Bon, voilà, écoute, on ne sait pas ce qu'on en fera, mais c'était pour Bah, avoir un écoute, échange là-dessus.
Bon, bah, mille merci encore pour ça. Non, mille merci à tous les deux également. Et puis, on pourrait voir pour éventuellement que je vous interviewe sur un podcast ou un truc comme ça pourrait être marrant. Il faudrait trouver un axe. Vous avez prévu de relancer la conciergerie ou pas encore Je pense, mais... Là, on a tellement de projets que... À titre perso et pro... C'est quoi les projets, là? Vous êtes sur quoi comme projet, là? Alors, là, le 6e immeuble, du coup. Ah ouais, putain. Voilà. 6e immeuble, c'est quoi, c'est des petits immeubles à chaque fois? C'est quoi? Ça dépend. Il y a des immeubles de 4, des immeubles de 9 appartements. Là, le dernier qu'on va avoir, il y a 8 appartements. Là, qui arrive... en courte durée ou Ouais, quasiment. Presque 4. C'est sur quelle ville déjà? Millau et Saint-Afrique, dans le sud d'Aveyron. Après, on a pas mal de locaux commerciaux aussi. Donc, en dessous, c'est des locaux commerciaux. Et après, en haut, c'est des appartements. Ça doit vous prendre, ça doit être sympa comme. Je suis encore infirmière, moi. Bon, même si je délègue pas mal, je garde encore 2-3 matinées parce que, toujours pareil, on gagne pas mal d'argent et puis c'est défiscalisé pendant 5-6 ans. Oui, puis c'est ce qui te permet de lever de la dette. Exactement. Continuer à investir, les gens ils comprennent pas qu'il faut pas arrêter de travailler. Elle a beaucoup de commentaires justement des gens qui veulent continuer à investir mais qui ont tout lâché. Donc je me dis. Ils sont bloqués après. C'est mort, ils sont bloqués. Qu'est-ce qui fait qu'on a un crédit? C'est un CDI, c'est le CDI Sésame. Alors CDI infirmière, tu as un gros sésame parce qu'en fait, tu as une profession qui est sûre à 3000%. Quoi. Donc, on est sur ça. Et puis là, on est en train de lancer en fait justement notre accompagnement sur 12 mois, 12 à 18 mois. Donc, nous, en fait, on fait donc on achète, on rénove et on loue en location courte durée des immeubles. Mais vraiment, c'est des immeubles qui sont pas habités. C'est de la ruine, tu vois. Il reste les 4 murs, il y a la toiture. Bon, souvent, elle est à reprendre, mais c'est ce qu'on vise. Quand on trouve ça en visite, on est content. Parce qu'on sait, voilà, tu peux casser le prix, et ça se termine toujours en réno et ça finit la plupart du temps dans les 2 villes où on investit de la location courte durée. Donc, on a des très belles rentas grâce à ça, même si c'est pas mal de travail, pas mal de charges. Mais c'est passionnant. C'est passionnant. C'est passionnant. Les travaux, moi, on est toujours en travaux, mais c'est vrai que je suis à les travaux. Chaque année, en fait, on fait un immeuble. Chaque année, on essaye d'acheter un immeuble et de le rénover, de le louer. Mais là, ça devient cool. C'est cool. C'est bien, vous avez un beau petit patrimoine, là, ça va être sympa. Oui, ça commence à faire. Et puis, par contre, quand on passe des paliers, les banques, même si on gagne très bien, même si on a des... on n'est pas en LMNP, nous, on est en LMP, parce que depuis un moment, on a pas mal de chiffres. Et on a donc pas mal de bilans. On en a 3 très bons, mais c'est vrai que les paliers... oui, elles ont peur. Là, le dernier, tu vois, on est en compromis depuis le 21 août. Donc, depuis le 21 août là, de 2023, on essaye de chercher ça aussi. J'ai vécu ça aussi. Alors, on attend une réponse tout le temps. Enfin, tu vois le truc. Oui, c'est normal. Tu attends, mais tu as des vendeurs qui s'impatientent et qui sont très, très compréhensifs, j'ai envie de dire, dans une situation comme ça. La notaire, pareil, on a la chance d'avoir une notaire formidable qui ne nous a pas appelé une fois, sincèrement. Une agence IMO qui nous connaît aussi, qui ne nous relance pas. Donc, voilà, c'est ce qu'on disait. Il faut que ça se fasse, mais c'est important quand tu as vraiment des gens sur lesquels tu peux compter quand même, qui sont compréhensifs. Après, tu te sens toujours un peu mal à l'aise quand ça ne se fait pas, mais voilà, on a ça. Et après, à titre perso, on a ce projet, on a un projet entre nos 2 maisons là qu'on veut, pareil, construire et financer. Et on est aussi un peu on se retrouve face à un palier qu'on n'arrive pas à franchir. Là. Donc pas mal de projets. Donc la conciergerie, ça en fait partie aussi. Mais pour 2024, mais deuxième semestre, je m'étais dit. Deuxième semestre 2024. Et ça va dépendre un peu de ce que nous dit l'administration fiscale, parce que je te dis, là, pour l'instant, c'est pas gagné du tout. On n'a pas eu de retour. J'ai eu des lettres de relance, là, avec les majorations. Enfin, ils nous demandent quand même des taxes d'habitation pour 25 appartements. Alors, sinon, ce que tu peux essayer de jouer, c'est le côté. Est-ce que tu avais rempli le 14004 pour te mettre en courte durée ou pas? Non. Non. Ah, ça, je connais pas ça. On n'en a même pas quoi. Non. CERFA 14004. Ouais, le 14004. Parce que sinon, tu avais peut-être une carte à jouer de ce côté-là. Mais nous, on est déclaré, enfin, en mairie, du moins, j'avais fait la démarche parce que c'était ce qu'on nous avait conseillé à l'époque avec un avocat fiscaliste. Il nous avait dit, et c'est lui qui avait trouvé l'info d'ailleurs, qui avait dit que quand tu étais en meublé touristique, tu pouvais être exonéré la taxe d'habitation. Donc, c'est ce qu'on a fait. J'ai rentré tous les appartements avec les récépissés en preuve en tant que meublé touristique. Et maintenant, je cherche à les classer. Mais voilà, c'est encore très chronophage parce que c'est une paperasse énorme. Donc voilà, on en est les meublés sont enregistrés. Mais par contre, ils nous disent bien que ce n'est pas vraiment un motif valable. Je pense qu'on est tombé face à un contrôleur qui nous a pris dans le pif et qui a mené sa démarche en disant ils vont payer, donc ils vont payer.
te dis, il n'y en a pas beaucoup dans les 2 villes où on est, il n'y en a pas Tu peux beaucoup pas qui ont prendre pas un de rendez-vous avec eux? Essayer de prendre un rendez-vous avec eux? On a déjà pris celle qui était celle qui était la médiatrice. Elle était gentille, hein, mais elle a dit, moi, je m'en réfère au texte et je me suis renseigné auprès de mes supérieurs qui m'ont dit, on ne pouvait pas vous l'accorder. Donc maintenant, si vous avez quelque chose, c'est auprès du conciliateur, bien plus haut. Et si le Ouais, conciliateur ne mais peut pas aller dans ce il y a de fortes sens-là, chances que vous perdiez, hein. voilà. Après, ça passe au TA, Même quoi, les textes, hein, au quand ils tribunal utilisent les textes, administratif. c'est très flou, hein, c'est pas du tout explicité comme ça. C'est des textes qu'ils ont fait là en juillet 2023, c'est pas. Mais on ne peut pas continuer. Donc, même si on se retrouve dans le pire des cas à payer parce qu'il y a quand même 15 000 € en jeu, si on doit les payer là pour les années précédentes, il faudrait déjà que je signe un nouveau mandat pour l'année 2024 avec vraiment une conciergerie. Donc, des fois, je me demande, là, tu vois, en t'en parlant, si c'est pas vraiment l'extrême urgence de créer la conciergerie, ne serait-ce que pour avoir les mandats lancés, pour pouvoir justifier, mais c'est déjà trop tard, au 1er janvier, de justifier qu'au 1er Non, janvier, tu ils peux étaient très bien. Non, tu peux très bien. Après, faudrait que tu peux très bien faire un contrat rétroactif. C'est pas un problème, ça. Ouais, mais la conciergerie, si elle n'est pas créée, ils vont sentir tout de suite le Trafalgar, quoi. Tu Ah vois? oui. La conciergerie, légalement, elle sera créée que bien plus tard par rapport Et au tu connais mandat. pas de conciergerie dans ta ville avec qui tu pourrais sympathiser et On a, mais Il y en a que une en fait hein, qui a ouvert. on échange un petit billet éventuellement, je sais pas. il faudrait qu'on voie un procédé, ouais. Il faudrait qu'on fasse un procédé avec Leur elle. dire, voilà, écoute, moi, voilà, on s'arrange, je te file un peu un truc et puis bah en échange, tu me fais un contrat, quoi. Ouais, Je c'est sais que pas. j'allais rencontrer. Ouais. Maquiller un Ah, truc, voilà. quoi. Et toi, tes projets alors, du coup, pour cette année? Moi, je suis en Thaïlande. Je suis plus, c'est vrai que j'ai pas mal de projets sur tout ce qui est formation. Ouais. Investissement IMO, je pense que cette année, il y aura rien d'autre en France, ça c'est sûr. À l'étranger, peut-être. Ah ouais. À l'étranger, peut-être, parce que j'ai envie un peu de faire aussi un peu ici en Thaïlande. J'ai aussi envie de faire des choses ici. Mhm. Euh, Parce que ça m'amuse bien aussi et que la France, ça va bien un peu, mais j'ai envie de changer. Et c'est surtout que je veux prendre plus de temps. Je veux vraiment avoir plus de temps, quoi. J'ai beaucoup travaillé, beaucoup trop. Ouais, mais Ouais. j'ai bien vu. Mais on Hein, cherche tous ça, c'est vrai qu'à la fin, on a toujours besoin d'avoir des projets, mais tu quand on cherches. se lance, tu es obligé de travailler à fond en fait, pour mettre les choses en place, Nous, on en a encore automatiser un les moment. choses, que ça parte un peu tout seul. C'est un paquebot que tu lances et puis Pour ça, parce après. qu'on dit tout le temps liberté financière, liberté financière, liberté financière. Ouais, mais enfin, on passe notre temps à travailler. Donc, Ça, C'est vrai. c'est ça. On fait ce qu'on veut, c'est sûr, mais on passe à. On fait ce qu'on veut, ce qu'on aime, c'est mais ce qu'on avec veut, voilà. tout le monde le Mais dit. on Hein. passe notre temps à travailler. Donc, à un moment donné, enfin, moi, je préférais travailler beaucoup moins et faire la semaine de 4 heures. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est faire la semaine, voilà, de quelques heures et faire le strict minimum et puis voilà, quoi, profiter un peu. Mais après, si c'est moi, le truc, c'est que c'est plus fort que moi. Moi, je sais que je suis entrepreneur dans l'âme, si tu veux. C'est comme si quelqu'un va adorer faire du sport. Bah, moi, je vais adorer lancer quelque chose, quoi. Par exemple, Guest Lucky, tu vois, cet outil pour, je sais pas si tu avais entendu parler, Oui. bah en fait c'est parce que c'est une passion avant tout, c'est parce que ça me plaît, mais par contre j'ai mis le pied dans un truc qui me prend encore énormément de temps, avec plein de problèmes, etc. Et tu te dis mais pourquoi je fais tout ça, quoi? Pourquoi je mets dans les problèmes, quoi? Après, il y Parce a que j'aime. aussi un petit sentiment de culpabilité. Moi, je le sens, ça, tu vois, quand. Alors, c'est dur à juger, hein, surtout quand tu as des enfants. Le week-end, on essaye de faire en sorte de stopper tout, mis à part des cas exceptionnels. Mais tu as toujours un petit sentiment de dire je perds du temps. Je perds du temps si je ne fais pas le travail que je dois faire. Et c'est ça qui est difficile à gérer, qui demande, je pense, à tout entrepreneur qui a une vie sociale et familiale à côté, de se dire comment je fais pour pas culpabiliser, aussi, ouais. couper et être vraiment. Enfin, moi, Parce que je pense qu'à un moment donné, il faut accepter que. Parce que moi, mon problème, c'est que j'en veux toujours plus. C'est-à-dire toujours plus, Ouais, c'est pareil. toujours. Mais en fait, c'est pas du plus d'argent, c'est du plus d'adrénaline quelque part. Et à un moment donné, il faut arriver à contrôler ça et se dire non, non, mais attends, enfin, la vie, c'est pas que ça, quoi. Est-ce que tu as, comme tous ces fameux objectifs de fixer? Parce que moi, pour ma part, il n'y en a aucun de fixé. Elle, il se fixe. Moi, je suis incapable de me fixer un objectif. Financier. Financier ou même autre que financier, tu vois. Moi, je parle financier parce que. Moi, j'estime qu'à partir du moment où tout est payé, entre guillemets, et que tout est. Enfin, voilà, que ta résidence principale, ta voiture est payée. Moi, je ne demande pas à être à rouler sur l'or. Du moment que j'ai ma maison qui est payée, que j'ai ma voiture, que je peux aller au restaurant, que je peux voyager, j'estime que c'est OK. J'estime que j'ai besoin de rien d'autre. Enfin.
Tu veux Voilà, pas forcément dans le grade du dessus, comme voilà, t'en as qui. Et même moi, des fois, tu te poses la question, mais tu sens que tu empathies. Quand tu n'as pas d'objectif ouais, fixé, tu es toujours parce que tu cours tout tu le temps cours derrière après quelque chose. l'argent et vaut mieux, je pense, faire des vrais plaisirs. Voyager, pour moi, voyager, c'est important. Manger aussi dans des trucs sympas, ça, c'est pour moi, c'est super important. Puis voilà, Oui, j'ai envie de te dire, hein? c'est selon les valeurs, Les en valeurs fait, de chacun. que tu prônes, quoi. Ouais, Nous, c'est ouais, c'est beaucoup la ça. famille, c'est ça, c'est voyager aussi beaucoup. Là, Ouais, on c'est ça. part. Moi, c'est voir mes enfants, c'est voir mes parents, puis après, quelques amis. Mais moi, je suis pas un gars qui a beaucoup d'amis, donc voilà, ça va très vite. Ouais. Est-ce que les entrepreneurs à succès ont beaucoup d'amis? Ouais, c'est ça. Je crois que c'est pas le problème, mais on est tous pareils. Je Moi, pense, j'en ai hein. un ou deux, c'est pareil, et c'est tout. Après, Mais moi, tu je demande vois, pas à en voir beaucoup, en fait. Je demande Ouais. pas parce que déjà, ça prend trop de temps. Ouais, c'est ça, exactement. Ça prend on beaucoup a de une temps. amie, elle est comme ça. Nous, il y a une amie qu'on adore, d'ailleurs, à Nora. Et elle était comme ça. Elle disait, quand on est rentré dans son cercle, elle a dit, moi, quand tu rentres dans mon cercle, c'est difficile parce que j'ai pas de temps et je veux avoir des relations de qualité avec mes amis. Je veux pas des amis Pareil, superficiels. pareil. Donc, Et moi, je connais des personnes qui ont des relations que superficielles. Mais je peux pas. Je peux Non, pas. sinon, on n'est pas comme ça. Que ce soit donc plus on en a profond, fait. il faut qu'on parle des vraies choses de la vie, Ouais. que ce soit des vraies discussions, quoi, tu vois, des vraies choses, quoi, pas du blabla, quoi, comme font Oui, la plupart oui. des gens. Ouais, bon, on se ressemble. Ouais, je pense qu'on est à peu près tous pareils, hein, les entrepreneurs. Bon, mais écoute, Ouais, il faut t'attacher à ses valeurs et moi, c'est vrai que j'en ai beaucoup, même si des fois, ça peut m'arriver malheureusement de ne pas être toujours dans les clous, mais j'essaie en tout cas d'avoir une rigueur et de m'y tenir, quoi, parce que les valeurs, c'est ce qui construit, quoi, c'est tes piliers. C'est clair, c'est clair. une valeur simple. En plus, Ouais, c'est vrai, valeurs hein, simples. Faut ça, rester c'est le simple, en plus fait. simple. Exactement. Non, mais faut C'est rester vraiment. simple, faut arrêter. Mm. Faut arrêter, on n'est que des humains. Ouais. Nous sommes tous faits pareil. Et on va tous mourir, tu vois ce que je veux dire. Donc on est là un petit bout de temps. Eh ben, essayons d'en profiter un maximum, essayons de faire des belles choses, et puis bah voilà, quoi. Engranger le plus de souvenirs possible. Ouais. Ouais, c'est ça, voilà. Et puis bah profitons de la vie et quand on quittera cette terre, on aura profité et puis on n'aura rien à regretter, quoi. Bon, bah, Bon, super, bah, mot de la écoute, fin. merci. Merci pour ta sagesse. Et ta Merci à petite tous les deux. Et puis, bah, À tu n'hésites bientôt. pas à m'envoyer un Ouais, mail puis si tu veux qu'on. ouais. Ouais, qu'on fasse- on peut se faire ça sans faire un petit retour sur un podcast ou un truc là, ça peut être marrant. Ouais. D'accord, Bon, très bien. super. Je te remercie, Sébastien. Franchement, c'était Merci à très tous les deux. sympa de ta part d'avoir participé à cette interview. Et merci d'avoir été aussi transparent. Et puis, tu nous as donné pas mal de valeurs. Et puis, bah, écoute, je mettrai toutes les descriptions de ta chaîne Ouais, il n'y a pas de souci. sous ma vidéo. Ah, il n'y a pas de Voilà. souci. Bah, écoutez, Ouais. à bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous tous. Merci à tous les deux. Merci.